Bonsoir à tous, mardi 15 janvier, l'heure du 7-8 journal sur TV 78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Il a été voulu par le président de la République pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Le grand débat national a été lancé aujourd'hui, c'est jusqu'au 15 mars. Et les Français pourront déposer des contributions et participer à des réunions d'initiatives locales. Nous en parlons avec Pierre Luce, nouveau référent de la République en marche dans les Yvelines. Invité de ce journal également, Thomas Bourdeau, directeur territorial d'Enedis dans le département. Le groupe a engagé de grands investissements en 2018 sur le territoire. Quel est le bilan dressé après une année marquée par des aléas climatiques? Nous ferons le point aussi sur le déploiement des compteurs Linky. Enfin, un one-match show s'était proposé à la commanderie d'Elancourt samedi, un spectacle imaginé par François Sauvageau. L'objectif, comprendre les mathématiques tout en s'amusant. De lourdes peines infligées, le tribunal de Versailles a condamné à 3 ans hier 3 personnes pour blessures et homicide involontaire après le décès de la petite Maëva, 13 ans. Souvenez-vous, en 2014, elle a perdu la vie dans un accident de manège à la fête foraine de Flins-sur-Seine. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour le forain aux commandes de l'attraction. L'agent contrôleur est condamné à 15 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer pour 1 an. Le maire de Flins-sur-Seine, lui, écope d'une amende de 11 500 €. Dans 10 jours, le manège toujours en activité devra être démantelé. Flins-sur-Seine, où le groupe Renault est implanté, tout comme à Guyancourt. Son PDG Carlos Ghosn va rester en prison. Aujourd'hui, le tribunal de Tokyo a de nouveau rejeté sa demande de libération sous caution. Il est détenu au Japon depuis une 50aine de jours pour des soupçons de malversation financière à la tête de l'alliance avec Nissan. Le dirigeant devrait rester en détention préventive jusqu'au 10 mars. Son éviction de Renault n'est pour le moment pas évoquée. J'accueille tout de suite sur ce plateau mon premier invité, Pierre Luce. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été nommé le 7 janvier référent départemental des Yvelines pour la République en marche. On va en parler dans un instant. Forcément évoquer d'abord avec vous cette actualité, le grand débat national. Il a été lancé aujourd'hui. Les Français pourront jusqu'au 15 mars faire remonter des contributions, participer aussi à des réunions locales autour de 4 grands thèmes: la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État, la transition écologique, 4e thème, la démocratie et la citoyenneté. Est-ce que c'est une bonne réponse apporter à cette crise des Gilets jaunes que connaît le pays maintenant depuis le 17 novembre? Écoutez, oui, c'est une bonne réponse. C'est, je pense, ce qu'il fallait faire pour prendre l'avis de tous, y compris des gens qu'on n'entend pas forcément. Notre pays est marqué par des scrutins avec une forte abstention. C'est des gens qui sont éloignés du processus électoral, éloignés de leurs élus. Ce qui fait aussi que les élus sont éloignés de ces populations-là. C'est important d'aller voir tout le monde, effectivement. Hier, il y a eu des réactions contrastées après la révélation de la lettre d'Emmanuel Macron où il a cadré ce grand débat national, 32 questions posées. Il fallait que le président de la République explique la démarche. C'était aussi important? Bien sûr. Beaucoup de réactions contrastées. Je pense beaucoup de défiance aussi. Des gens qui manquent de confiance envers cette démarche. C'est à nous de restaurer cette confiance. Alors d'après un sondage Odoxa pour nos confrères de France Info, 70% des Français estiment que cette grande consultation n'aboutira pas à des mesures utiles pour le pays. Ça veut dire que c'est perdu d'avance, ce grand débat national? Non, c'est un défi qu'il nous faut relever, et j'ai bon espoir qu'en travaillant tous ensemble, on arrive à le relever et à montrer à ces gens qu'ils peuvent nous faire confiance sur ce débat. Alors on aura l'occasion d'en reparler, mais à partir du 21 janvier, c'est un site qui va être mis en place, le granddébat.fr, qui sera mis en place auprès des Français. Ils pourront mettre leurs contributions directement sur ce site internet, des contributions qu'ils pourront envoyer aussi via la poste ou des points de passage. Le site permettra également de connaître les lieux de réunion locales, d'organiser aussi sa réunion. L'ingrédient pour que ça marche, ce débat, il faut que les citoyens se saisissent de ce grand débat. Il faut que les citoyens s'en saisissent, qu'ils participent à tout ce qui sera mis à leur disposition pour s'exprimer, que ce soit le site internet, que ce soit les cahiers de doléances que certains maires mettent en mairie, et aussi les réunions qui seront organisées. Moi, j'appelle tous les maires des Yvelines à mettre à disposition de l'ensemble des mouvements politiques et des associations des salles gratuites pour pouvoir organiser ces réunions. C'est pas toujours évident d'avoir des salles gratuites ou alors il y a des conditions. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans toutes les communes des Yvelines, n'importe quel mouvement politique puisse organiser gratuitement une réunion sans avoir à payer de location de salle. Ça, c'est un préalable à la réussite, que les maires aussi participent à ce grand débat?
on a tous notre rôle à jouer et le président de la République a été très clair sur le rôle que devaient avoir les maires dans ce débat. Oui. Alors, dans les Yvelines, on connaît déjà le nom du référent de la préfecture pour ce grand débat. Il s'agit de Vincent Roberti qui aura plus un rôle de facilitateur et non d'organisateur. Est-ce qu'on sait comment ça va se mettre en place dans les Yvelines? Peut-être déjà des lieux de réunion qui sont établis? À l'heure actuelle, je n'ai pas connaissance de l'organisation institutionnelle du débat pour ce qui concerne la partie organisée par l'État et par les maires. En ce qui concerne la République en marche, nous prendrons part à ce débat, d'une partie déjà en organisant, on va dire, une contribution par les marcheurs, qui sera organisée nationalement, et où chaque département contribuera avec des ateliers, des tables rondes, des réunions internes. Et en plus, nous, on tient à mettre sur le terrain nos adhérents, pour qu'ils aillent faire du porte-à-porte, pour mobiliser en fait les citoyens, y compris là où on ne les voit jamais. On est souvent en gare, on est souvent sur les marchés, mais il y a tout un tas d'endroits où on ne va pas souvent. Il faut aller chercher les personnes chez elles pour leur dire allez participer au grand débat, allez aux réunions, allez sur le site internet, envoyez vos contributions, on est à votre écoute. Après cette phase de recueil des contributions, on précise qu'à partir du 1er mars, des réunions générales seront organisées avec des citoyens qui seront tirés au sort et aussi différents représentants, et d'où découleront au final des propositions concrètes. Alors, vous avez été nommé, c'est le deuxième thème de cette interview, référent de la République en marche des Yvelines. Vous avez succédé à Shahnez Taleb. Vous êtes habitant de Morpa, vous avez 30 ans, cadre d'une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la santé, et vous étiez à l'origine des tout premiers comités de la République en marche dans les Yvelines, c'était à Elancourt. Dans ce que vous avez fait aussi pour la République en marche, vous avez notamment dirigé la campagne du député Didier Bécher lors des législatives, celle de Martin Lévrier au sénatorial. Comment vous abordez cette nouvelle fonction, celle de référent des Yvelines? Alors, déjà, je l'aborde avec beaucoup de sérénité et d'espoir, parce que je porte un projet de rassemblement et d'action pour le mouvement dans les Yvelines. J'ai reçu beaucoup de messages de félicitations de gens qui sont très contents qu'on ait un référent. La procédure a duré un peu de temps, et les gens sont ravis de pouvoir repasser à l'action, revenir sur le terrain. On va essayer de retrouver un peu les fondamentaux du mouvement, ceux qui sont nés avec la Grande Marche en 2016 et qui nous avaient amené déjà à aller frapper à toutes les portes à l'époque, qui avait permis de remonter énormément de problématiques qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans celles qui sont remontées dans beaucoup d'endroits. Vous l'avez dit, la procédure a été longue puisque vous aviez fait acte de candidature dès septembre avec 6 autres candidats. Pourquoi vous étiez aligné? C'est ça, c'était de repartir dans cette démarche qui a été la République en marche au tout début de ce mouvement? C'est ça, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai donné comme mouvement à mon projet. C'était vraiment qu'on devienne le mouvement qu'on était à la base, c'est-à-dire un mouvement de citoyens qui voulait faire de la politique autrement et qui soit à l'écoute de la population. Quel est le rôle d'un référent départemental? Le rôle d'un référent départemental, il est assez simple. Il s'agit de mobiliser les adhérents, de les aider à se structurer en comités locaux, de porter assistance à ces comités, c'est-à-dire quand ils ont besoin d'un financement pour un projet, quand ils ont besoin d'un accompagnement auprès d'élus. Je suis là pour ça. Et évidemment, de travailler politiquement aux différents projets locaux qu'on peut avoir à mener. Merci Pierre Luce d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le nouveau référent de la République en marche dans les Yvelines. Pour être complet d'ailleurs sur la République en marche et sur le président de la République, Emmanuel Macron va réunir lundi prochain 150 chefs d'entreprises français et étrangers au château de Versailles, un sommet nommé Choose France. Des restrictions de circulation sont à prévoir, on vous en fera part sur ce journal. Dans l'actualité également, le site de Sofrapin à Trappes va fermer le 31 mai. La décision a été annoncée lors d'un comité d'entreprise extraordinaire hier lundi. L'usine, l'une des premières boulangeries industrielles installées en France, est présente dans la ville depuis 50 ans. 73 emplois en CDI sont concernés, mais Sofrapin indique proposer des solutions de reclassement. Elles ne correspondent pas aux qualifications des salariés. D'après Force ouvrière, la recherche d'un repreneur pour le site a été confiée à un spécialiste. C'était une première. Dimanche s'est déroulée la journée nationale de l'hypersensibilité. C'est ressentir des émotions de manière intense ou amplifiée et sans filtre. Pour l'occasion, Manon Varaldo s'est rendue à la Maison des Arts de Morcourt où des ateliers étaient organisés. Reportage. Dimanche 13 janvier 2019, première journée nationale des hypersensibles de l'histoire. En France, plus de 10 millions de personnes sont concernées. Nos sens sont exacerbés.
On peut être ému par plein de choses de manière beaucoup plus forte que d'autres. On peut se sentir inadapté aussi au monde tel qu'il est, parce que c'est vraiment un monde assez dur qui nous entoure et on peut se sentir vraiment à part. Les hypersensibles ont souvent une grande créativité qu'ils ont pu exprimer lors de l'atelier de sophro-création proposé par l'association Cubico. La créativité est un outil pour passer de ce qui peut être ressenti comme souffrant à quelque chose qui devient justement porteur, voire joyeux, en tout cas qui devient une façon de produire quelque chose avec ce qu'on est. Crayons, feutres, les participantes ont pu laisser sortir leur élan de créativité renforcé par un état de relaxation. C'était une première expérience de sophrologie. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'on peut ressentir par rapport à la création, puisque je crée, mais je suis assez mentale, donc c'est difficile de me libérer de l'intérieur. Libérer sa sensibilité, autre possibilité avec l'atelier d'écriture. Pour un public de gens forcément sensibles, eh bien, par l'écrit, on va pouvoir leur proposer de parler d'eux-mêmes. Et pour ces gens-là, c'est souvent difficile. Tous les ateliers se sont déroulés en petits groupes dans une atmosphère bienveillante. La journée nationale de l'hypersensibilité se déroulera désormais chaque année, le 13 janvier. Un nouveau sujet, nouvel invité avec moi en plateau, Thomas Bourdeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines. Alors le groupe gère bien sûr le réseau d'électricité en France. C'est l'occasion de parler avec vous de l'actualité d'Enedis et aussi des compteurs Linky. Déjà ce chiffre, plus de 60 millions d'euros ont été investis par le groupe sur le seul département des Yvelines en 2018. Avant de nous dire à quoi ont servi ces investissements, quel bilan global vous dressez sur cette année 2018 dans le département? On le sait, marqué notamment par des aléas climatiques, de la neige, des inondations. Est-ce que les équipes d'Enedis ont su faire face à ces difficultés? Absolument. Alors l'année 2018 a été une année très active pour nous, pour de multiples raisons. Comme vous l'avez cité, nous augmentons fortement nos investissements, à plus de 60 millions d'euros. Ceci pour entretenir le réseau, améliorer la qualité de service pour l'ensemble des Yvelinois. Mais c'est aussi pour accompagner le développement des Yvelines, qui est un département extrêmement dynamique, avec beaucoup de constructions immobilières, beaucoup de projets comme le Grand Paris ou les Jeux Olympiques. Donc on est en accompagnement. Alors vous citiez les aléas climatiques avec des qu'on a milliers de pu foyers yvelinois privés d'électricité. En ce début d'année, notamment avec les crues de la Seine ou la neige qui a pu nous arriver. Donc Enedis est extrêmement présent sur ces événements climatiques. Alors nous avons... Notre réponse, elle est toujours double face à ces éléments climatiques. En premier lieu, on intervient pour mettre en sécurité les biens et les personnes de façon à ce que tous nos concitoyens soient en sécurité. Puis après, on déploie très vite des moyens humains et matériels pour rétablir le courant au plus vite. Donc si on prend l'exemple du 6 février 2018 où il y a eu des épisodes de neige assez importants, on avait rétabli la plupart des courants. Ils avaient l'électricité au bout de la journée pour 92% d'entre eux. Voilà, et je tiens à rappeler qu'on est une entreprise nationale, donc en cas de crise importante, on peut faire appel à d'autres départements, d'autres équipes qui nous amènent des moyens humains et matériels pour pouvoir renforcer nos équipes. Après, dans un deuxième temps, dans ces crises-là, on travaille justement sur nos investissements de façon à ce que le réseau électrique soit plus résilient, soit capable de résister à ces crises-là, le vent, la neige par exemple. Donc c'est notamment sur ces travaux sur le réseau et c'est là où nos investissements interviennent. Et c'est là où, pour la moitié de ces 60 millions par exemple, on remplace régulièrement des câbles. On est amené, je vais prendre deux exemples, à enfouir ces câbles qui sont parfois aériens, à les mettre dans le sol de façon à ce qu'ils soient moins sensibles évidemment à la neige et au vent. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on peut surélever nos ouvrages. On vient d'inaugurer il n'y a pas longtemps un ouvrage surélevé, un poste de transformation à Montesson, où justement, la prochaine fois, si la Seine est amenée à remonter, nos ouvrages électriques pour les personnes qui sont le plus proches de la Seine permettront de leur garantir une alimentation en électricité. Donc il y a différents procédés pour que ça soit au final plus résistant. Les autres investissements importants, au-delà de rendre le réseau plus résistant, quels ont-ils été ces Alors on a de nombreux investissements justement pour accompagner le développement des Yvelines. Je vais en prendre peut-être deux exemples, deux ou trois. Le premier, c'est qu'on a créé un tout nouveau poste source. Alors c'est un poste de
transformation, c'est un ouvrage industriel assez imposant, à Boinville-en-Mantois, qui va accompagner le développement de la zone de Mantes, alors Mantes Université, la zone Innova Park, la zone des Graviers, mais ça va aussi permettre d'alimenter le RER-E Éole, qui arrive bientôt. Donc ce poste source va aussi servir à sécuriser l'alimentation électrique. C'est-à-dire que quand on a un incident à un endroit, ce nouveau transformateur pourra prendre le relais pour éviter que nos clients soient coupés du courant. Très bien. Peut-être un deuxième exemple, nous développons un partenariat très important avec le syndicat d'énergie des Yvelines qui s'occupe de façon très importante du dossier véhicules électriques. Et donc sur ce dossier, ils ont prévu de déployer une centaine de bornes de véhicules électriques entre 2018 et 2020. Et nous les accompagnons pour raccorder ces bornes au bon endroit, de façon à ce qu'elles soient utiles pour nos concitoyens, mais aussi qu'elles soient au bon endroit par rapport au réseau électrique, de façon à ce qu'on optimise le coût de raccordement à ce réseau et que l'ensemble soit optimum. Alors, très rapidement, pour qu'on ait le temps de parler aussi des compteurs Linky, en 2019, d'autres investissements sont prévus avec un budget similaire ? Oui, alors on augmente encore nos investissements en 2019 parce que l'activité est vraiment intense dans les Yvelines. Je vais citer deux exemples. Le tram 13 qui va relier Saint-Cyr à Saint-Germain. Sur lequel on va faire des investissements aux alentours de 500 000 € pour préparer le réseau électrique pour ce tramway. Et puis, on continue à renouveler nos câbles aériens souterrains comme tous les ans, en augmentant les montants. Et puis, on travaille aussi dès maintenant sur le projet Jeux Olympiques 2024 avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, de façon à préparer la sécurisation des futurs sites olympiques qui seront dans les Yvelines. Et ça va permettre de faire la transition. Est-ce qu'en 2019, vous allez poursuivre le déploiement de ces fameux compteurs Linky ? 340 000 anciens compteurs ont d'ores et déjà été remplacés par ce compteur électrique intelligent. Ça va se poursuivre, ce déploiement ? Alors oui, le déploiement a commencé en 2016, se terminera en 2021. Et l'année 2019, comme l'année 2018, est un peu l'année de la cadence maximale pour le déploiement du compteur Linky dans les Yvelines, puisqu'on est environ à 15 000 compteurs posés par mois. Et donc, je vais juste rappeler que ce projet est considérable en fait. On déploie 35 millions de compteurs en France. Et que ces nouveaux compteurs Linky savent faire de nombreuses choses que les anciens compteurs ne savaient pas faire. Donc notamment accompagner la transition énergétique. Ils sont prêts pour le véhicule électrique, ils sont prêts pour les panneaux photovoltaïques que vous pouvez poser sur vos toits. Et puis il permet de développer des nouveaux services indispensables pour nos clients, pour la maîtrise de la consommation de l'énergie, pour la relève à distance, plus besoin de prendre rendez-vous, plus besoin d'être chez soi, pour tout un tas de services que les fournisseurs d'électricité vont pouvoir proposent d'ores et déjà à tous nos clients qui sont déjà en possession du compteur Linky. Dernière chose, on entend aussi beaucoup de choses sur le compteur Linky, beaucoup d'inquiétudes, notamment sur les ondes, l'utilisation des données. Il y a aussi cette nouvelle du maire de Manille-les-Hameaux qui a refusé l'accès aux agents Enedis pour installer les nouveaux compteurs Linky sur les bâtiments communaux. Est-ce qu'elles sont légitimes, ces inquiétudes, ou finalement, est-ce que c'est des idées reçues ? Alors, déjà, une première chose, le déploiement du compteur Linky dans les Yvelines se passe dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous avons exactement un foyer sur deux yvelinois qui dispose du compteur de Linky. Donc, vous voyez, dans la très grande majorité, nos clients acceptent bien volontiers ce compteur et comprennent parfaitement les intérêts qu'il peut y avoir derrière ce compteur, notamment avec les nouvelles offres attractives des fournisseurs dont je vous parlais tout à l'heure. Sur les ondes et les données, alors vous me donnez l'occasion de réagir là-dessus pour vous dire que le projet Linky a été l'objet d'un nombre incroyable de fake news. On a été extrêmement attaqué sur ces sujets-là, à tort. Notamment sur le sujet de la santé. Le compteur Linky n'est totalement inoffensif pour la santé. Donc ça, je tiens vraiment à le rappeler à nos téléspectateurs. Pour exemple, sur les ondes, il émet 100 fois moins qu'un fer à repasser. Donc vous voyez, on est vraiment extrêmement loin d'un niveau d'exposition aux ondes important. Ce n'est pas nous, Enedis, qui le disons, c'est l'Agence nationale des fréquences radio qui a fait des études très poussées. Ils sont avec des experts extrêmement sérieux sur la question et qui ont confirmé que le compteur Linky était absolument inoffensif en termes d'ondes et inoffensif sur la santé. Je vous demandais de conclure parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Donc c'est des fake news en tout cas sur les ondes. Absolument.
Sur les données, nous mettons en place de nombreux dispositifs de sécurisation des données, évidemment. Je tiens à rappeler que le compteur Linky compte en kilowattheures exactement comme les anciens compteurs et donc circule en termes d'information uniquement les données de consommation. Il n'y a pas votre nom, ni votre prénom, ni votre numéro de téléphone. Enfin, vous voyez, nous ne circulent que les données de consommation, donc c'est extrêmement léger en termes de données transférées. Merci Thomas Bourdeau pour ces précisions et je rappelle que vous êtes le directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un défi annuel lancé par Yvelines Environnement. L'association a donné le top départ de son jeu concours 2019. Il s'adresse aux jeunes Yvelinois de 5 à 15 ans et aux personnes en foyer d'hébergement. Le principe, les participants devront remplir une grille de mots complétée d'un dessin à réaliser sur le thème « Nos amis, les aliments de nos saisons ». Le bulletin d'inscription est disponible dans les établissements scolaires du département, aux accueils de loisirs, ainsi que sur demande à tous les guichets SNCF des Yvelines. Interview collectée par Patrick Jacques de Dixmude. Nous avons choisi cette année le thème des légumes car il nous semblait très important de rappeler la façon dont ces légumes sont cultivés et que si on mange des fraises à Noël, eh bien hélas, elles viennent de très loin. Ça veut dire des avions, ça veut dire de la consommation de kérosène, ça veut dire d'innombrables choses. Donc ce thème a pour but de faire réfléchir les enfants sur ces questions. Vous pouvez participer à ce concours Yvelines Environnement jusqu'au 13 avril. Les lauréats seront récompensés le 21 mai prochain au Palais des Congrès de Versailles. Rendre les maths attractives et ludiques, c'est la mission que s'est donnée le mathématicien et professeur en classe préparatoire François Sauvageau à travers son One Math Show. Il propose aux enfants et leurs parents d'apprivoiser cette science du chiffre avec des exemples du quotidien. Le reportage de Marilène Yapichino. Cela commence comme un cours de mathématiques classique. Ils ont gagné des billes. Vous pouvez me dire combien ils ont gagné de billes ? 15 billes. Ils ont gagné 15 billes. Mais très vite, on en arrive à des tours de magie. Alors ce que je te propose, c'est de choisir une carte. Pour moi, c'est important de se rendre compte que les mathématiques, ce n'est pas juste un questionnement abstrait, mais c'est aussi quelque chose qu'on a en vie et qu'on peut voir au quotidien. Et c'est même plutôt dans l'autre sens, pour moi, dans mon expérience personnelle, c'est le vécu qui alimente mes mathématiques. Depuis 20 ans, ce mathématicien s'engage dans des actions pour démocratiser sa science auprès du public. Il apparaît notamment dans le film documentaire d'Olivier Payon, Comment j'ai détesté les maths. Il proposait samedi à la commanderie son One Math Show, des tours pour nouer une cravate sans la quitter des mains ou des objets illustrant des théorèmes. Par exemple ici, je demande à voir qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus et je ne sais pas si vous le voyez ici, on peut voir des formes un peu étranges, que ce soit des carrés, des hexagones ou peut-être même le crâne de Hamlet. C'est ce genre de choses. Une façon de se réconcilier avec Pythagore et les tables de multiplication. C'était bien, j'ai aimé et ça m'a fait un peu plus aimer les maths. Oui, j'ai bien aimé ça et ça m'a fait penser que maintenant les maths c'est pas compliqué, on peut faire des trucs simples avec des maths. J'ai trouvé c'est très ludique et ça donne une autre approche des mathématiques. Qu'on n'a pas forcément l'habitude, où on pense que c'est une matière scientifique, qu'il faut beaucoup travailler pour y arriver. Et finalement, là, on se rend compte qu'on pouvait être aussi acteur, on réfléchissait. J'ai trouvé ça très sympa. Au-delà de la magie, François Sauvageau ajoute des mathématiques à la danse au sein du spectacle Paradoxa qui se joue mardi 15 janvier au Prisme à Elancourt. Et on retrouve Mélanie Poquet pour son coup de cœur culture. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, Mélanie, vous nous emmenez en voyage. Et oui, soyez prêts à embarquer pour l'Odyssée d'Hippo en 80 rêves. Hippo, c'est Hippocampe Fou, un rappeur, accompagné de Lucas Dorier, musicien-compositeur. Il vous emmène en voyage à travers le monde entier et pas seulement. L'Odyssée d'Hippo est leur toute dernière création. Ils sont actuellement en résidence à la Meurice de Trappes pour finaliser le tout. Notre première idée, c'était quoi ? C'était de mélanger la musique du monde avec le hip-hop et après avoir listé un petit peu tous les pays ou tous les genres musicaux qu'on pouvait mélanger, on s'est dit putain, avec tout ça on peut raconter une histoire et avoir en fait le scénario du spectacle qu'on va jouer. Et vous avez assisté à une répétition. Qu'est-ce qui en fait votre coup de cœur ? Pourquoi l'avoir sélectionné pour nous ? En fait, c'est le tout.
C'est le mélange scène, musique, image. Alors la mise en scène est très épurée. Quelques éléments vont être ajoutés, mais Hippo Kung Fu et les artistes qui l'accompagnent ont choisi la simplicité pour le spectateur, parce que pour eux en travail, c'est pas le plus simple. L'œil, par exemple, n'est pas attiré dans tous les sens. On se laisse porter par les créations vidéo, les dessins et les animations qui sont signés notamment Yannick Donnet et Cléo Sarrazin. La musique est très actuelle, mais Lucas Dorier et Hippo Kung Fu y amènent des consonances cinématographiques et mondiales. Regardez plutôt. Le jour s'évapore, chaque seconde est rayée, le présent déjà mort. Un rire énigmatique attire mon attention. Est-il défendu de goûter aux fruits de son imagination? Alors pour vous laisser porter par l'Odyssée d'Hippo, rendez-vous le samedi 19 janvier à 15h à la Meurise de Trappes et le spectacle sera suivi par une rencontre goûtée avec les artistes. Hippo Kung Fu et bien d'autres informations encore à retrouver dans l'émission 7-8 Culture présentée par vous Mélanie. Merci pour cette chronique et votre émission à retrouver juste après ce journal. D'ailleurs c'est la fin de cette édition. Vous pouvez bien sûr la retrouver en replay complet ainsi que tous les reportages sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.